avec enthousiasme et plaisir qu'on vous accueille ce matin dans la matinale. Bonjour à tous, bien réveillés j'espère, et en tout cas nous sommes contents de partager ce temps d'antenne avec vous. Alors qu'est-ce que nous allons faire ce matin? Nous allons ensemble prendre le petit-déj et juste après nous allons nous informer. On ouvrira le talk du matin, c'est sûr et certain que vous allez pouvoir découvrir une destination fétiche peut-être. Voilà, on saura à ce que nous réserve Destination 225 aujourd'hui. On aura un invité, vous savez, le mercredi, nous parlons du bien-être de l'esprit. Et bien, dans ce contenu, nous allons parler de peinture, sans oublier le sport dans le talk du matin. Aujourd'hui, nous allons jouer avec vous. Vous savez, le jeu va vous permettre de gagner une enveloppe, une belle enveloppe à la fin de la semaine. Et vous allez pouvoir nous dire qui se cache derrière cette image que nous allons vous montrer tout au long de cette émission. On finira en beauté avec la sélection musicale. En attendant, nous prenons ensemble le petit-déj. Nous allons rejoindre Patrick et on se retrouve dans quelques instants. Bonjour, bienvenue chers téléspectateurs dans votre chronique quotidienne Le Petit-Déj. Aujourd'hui, réveillés de bonne heure, nous sommes prêts à recevoir, sinon à répondre à l'invitation d'une gentille dame, très active d'ailleurs dans la société, s'appelle Émilie Aouba. Voilà, c'est ici qu'elle a tenu absolument à nous recevoir. Nous sommes même curieux de savoir pourquoi. Enfin bref, elle est là, elle est venue se reposer sans doute. Et nous avons une mission assez particulière, vous le savez très certainement, c'est de prendre le petit déjeuner. Qu'est-ce qu'elle nous réserve ce matin pour être ici? Elle est juste derrière moi, on est allé déjà la titiller dans sa chambre de repos. Elle va me rejoindre dans quelques instants. Voilà quoi. En tout cas, beaucoup de questions trottinent dans notre esprit. Mais c'est une fort belle manière en tout cas de commencer cette journée. Émilie, justement, elle est derrière moi. Elle est derrière moi. Tu es rapide, hein? Oui. On dit quoi? Ça va? Oui, ça va très bien. Bonjour. Bonjour. Vraiment, on se demande pourquoi est-ce que tu as bien voulu que l'équipe de la matinale du petit-déj vienne ici. Franchement dit, je suis venue me reposer ici, passer du bon temps. C'est un endroit que j'adore bien. Voilà, c'est un peu ça. D'accord. En tout cas, nous aussi, on a eu le temps de voir. Je sais qu'est-ce que tu nous réserves comme petit déjeuner, mais on va encore mettre le suspense pour les téléspectateurs. On va s'affairer un peu. D'accord, il n'y a pas de souci. D'accord. Il n'y a pas de souci. Alors, donc, voilà, voilà, vous pouvez rentrer. Viens avec ok, moi. ok, pas de souci. Waouh, on arrive. Mais pour une surprise, c'est une surprise. Hein. On dit Émilie vous invite. On s'attendait aux endroits, enfin, en guillemets habituels. Mais là, vraiment, quand on est arrivé, là, on dit, c'est très beau ici, franchement. Ça vous plaît, vous aimez? Oui, c'est vraiment somptueux. D'accord, il n'y a pas de souci. Alors, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, Émilie? Moi, je suis coiffeuse. Je suis coiffeuse. C'est ce que je fais. Comme Commerçante un activité. peu sur les bords. Oui, je suis coiffeuse. En même temps, je vends de la nourriture aussi. Voilà. D'accord. Donc, ce sont les petits doigts magiques qui sont là. C'est ça. D'accord. Effectivement. D'accord. Alors, ça se passe comment, ton domaine d'activité? Ça va? Bon, oui, ça va très bien. Et j'ai fait une formation de 3 ans. J'ai reçu mon diplôme. Voilà. Et je travaille, ça fait 7 ans que je suis là-dedans. Mais je coiffe plus les mariés. D'accord. Alors, comment elle se nourrit? Déjà le matin, quand elle se lève, elle fait quoi? Bon, le matin, quand je me réveille, je prends mon petit déjeuner, mon café. Ou bien, bon, je peux prendre de la bouillie. Voilà. C'est ce que je prends un peu. Est-ce qu'Émilie a toujours le temps de prendre son petit déjeuner? Si je suis à la maison, que je ne fais rien, je prends mon déjeuner. Mais si je suis un peu pressée, là, je ne prends pas de mon déjeuner, je m'en vais. Qu'est-ce qu'elle nous a réservé comme petit déjeuner? Je le dis pour les téléspectateurs, hein. Il faut qu'ils sachent ce que tu nous as réservé. Sinon, tu sais, il n'y a pas de souci. Mais bon, voilà. Bon, aujourd'hui, j'ai décidé de faire du café, voilà, avec des omelettes et du pain. D'accord. C'est ce que j'ai décidé aujourd'hui. C'est ce qu'on va manger aujourd'hui. Entendez par là un petit déjeuner assez copieux. Oui. Voilà, pour commencer voilà, la journée. D'accord? Oui. Donc, à tout de suite pour notre petit déjeuner du jour, n'est-ce pas? Oui. Le matin comme ça là. Vraiment, je dis merci à la RTI qui est venue me surprendre ce matin.
Franchement, je vous dis vraiment merci. Ça me va vraiment droit au cœur. Voilà. Et je dis aussi merci à tout le monde qui me regarde. Vraiment que Dieu vous bénisse. D'accord. Donc, on sent vraiment qu'elle va beaucoup à l'église. Franchement, en ce lieu, je dis merci, que Dieu. Enfin bref, c'est juste pour vous. En tout cas, merci beaucoup, Émilie, de cette spontanéité-là, surtout de cet endroit très calme et posé dans lequel tu nous as reçu. Nous aussi, on va venir se reposer de temps en temps. Il n'y a pas de problème. Vraiment, merci, c'est gentil à vous. Ok, en tout cas, vous portez-vous bien, un jour en antenne et surtout, n'oubliez pas, je vous dis, on dit ensemble au revoir. Oui. Au revoir. Allez, ciao, ciao, les gars. Et oui, c'est un classique de petit-déj, le café, les omelettes et du pain. Ben, vous avez pu voir comment est-ce qu'elle déjeune le matin. Merci Patrick pour cet élément. Et si vous aussi, vous avez envie de partager le petit-déj avec nous, vous êtes, on va dire, prié de nous envoyer un message au numéro suivant, 54 51 19 42 à l'écran, ou nous appeler au 20 40 12 54 pour nous inviter à prendre le petit-déj avec vous. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ce matin? J'ai oublié un petit truc. Pour ceux qui n'ont pas le temps de prendre le petit-déj le matin, voilà, vous pouvez faire un petit-déj nomade. Un nomade, ça veut dire que c'est un petit paquet que vous pouvez prendre, du yaourt, des céréales, pour être en forme le matin. On vous a dit, il ne faut pas rater le petit-déj. C'est un repas important pour la journée. Et à présent, qu'est-ce qu'on fait? On va s'informer avec l'actu en 3 points. Et nous ouvrons ce matin l'actu en 3 points par l'info du jour. L'info du jour, l'athlète Muriel Aoré, nommée ambassadrice de l'UNICEF, nationale de l'UNICEF Côte d'Ivoire. Eh bien, la sprinteuse Muriel Aoré est nommée ambassadrice nationale de l'UNICEF en Côte d'Ivoire. À travers cette nomination, la championne du monde s'engage ainsi pour l'éducation des filles en Côte d'Ivoire et milite pour un cadre plus adapté à leur épanouissement qu'à par la pratique du sport. Une autre info, on passe à présent à l'info People, une nouvelle triste, vous le savez, pour le monde du cinéma en Côte d'Ivoire. Vous allez voir à l'écran ces photos qui peuvent apparaître. Eh bien, l'actrice Aldina Sasso nous a quittés. Elle a été retrouvée morte chez elle. L'actrice ivoirienne n'est plus révélée donc dans des séries telles que La Grande Famille et Les Coups de la Vie. Elle est passée de vie à trépas le samedi 10 octobre 2020. La nouvelle de son décès a été communiquée ce dimanche et a choqué la Côte d'Ivoire entière. Il s'agit aussi de la nièce de l'acteur Boïri Michel qui s'est exprimé sur les réseaux sociaux. On va dire par ces termes: les grandes douleurs sont muettes, va en paix ma fille, que son âme repose en paix. Bon voilà, nous allons tourner la page. Merci donc à tous ceux qui envoient des messages pour soutenir, de condoléances pour soutenir la famille et le monde du cinéma en Côte d'Ivoire. Eh bien, nous n'allons pas oublier l'info insolite. Nous allons partager, bien sûr, avec vous pour éviter la triche. Une université indienne met des cartons sur la tête des étudiants. Ben voilà, c'est peut-être une trouvaille anti-triche par des étudiants. Est-ce que cette trouvaille est du goût de tout le monde? Nous allons vous expliquer qu'en Inde, ça a été l'astuce trouvée par les encadreurs pour empêcher ces jeunes de tricher. Ils se sont prêtés au jeu, mais on peut voir qu'il y a certains qui n'ont pas voulu le faire. Mais en tout cas, cette façon de faire n'a pas été du goût des autorités locales qui ont interpellé donc ces enseignants pour mettre fin à cette pratique. Est-ce que c'est bien ou pas? Peut-être une astuce pour empêcher la tricherie. Voilà un peu en substance ce qu'on a voulu vous offrir dans l'actu en 3 points. Et on se retrouve dans quelques instants, juste après le jingle. Nous allons ouvrir le talk du matin. Et bien dans le talk du matin, destination 225, une destination particulière à la découverte de la Côte d'Ivoire. Et bien un élément que vous propose l'ensemble de l'équipe de la matinale. Les commentaires, ce sera juste après.
Le mot beach, comme vous le savez, c'est l'anglais qui dit plage. Mais aujourd'hui, beaucoup, vous voyez Dream Beach, Tete Beach. Bon, c'est à la suite de ce que nous avons commencé depuis 1985. Donc, ça permet les jeunes de pouvoir accueillir des touristes. Le tourisme communautaire. Ça réunit les terres de là-bas et on permet les visiteurs, les touristes qui veulent venir regarder les animaux qui se promènent. Vous voyez, on ne peut pas limiter l'animal, on ne peut pas lui demander visa. Il se promène partout. Donc si moi j'ai mon terrain, toi tu as ton terrain, mais il aime passer. Donc là-bas, les gens ont eu l'idée de mettre tout ensemble pour permettre les animaux de se promener. Donc c'est la même chose. Je suis venu en Côte d'Ivoire. J'ai eu l'idée de créer ce que j'appelle écotourisme communautaire. Parce que nous avons la chance d'être en bordure de l'eau que Dieu nous a donnée. Donc tout naturellement, nous avons la mer et la lagune. Écotourisme communautaire permet à tout citoyen ivoirien ou non ivoirien, mais qui vit en Côte d'Ivoire, surtout à Abidjan qui est devenu un peu saturé et qui veut aller s'amuser un petit peu dans la nature. Donc on vient ici, on arrive à se promener sur la lagune, si on veut, d'ici jusqu'à Assini. On peut même partir par la lagune. La plupart des jeunes d'Azureti et d'Ngbamlé vivent de ces activités des touristes. Malgré sa situation entre deux anciennes capitales et sur une voie très fréquentée, Modeste n'est pas encore relié au réseau électrique, une préoccupation pour Nana Kone Awa. Pour que la Côte d'Ivoire devienne un pays émergent, ça suppose que les villages vont devenir d'abord des villages émergents. Modeste veut aussi devenir un village émergent, un village moderne, un village modèle. Aujourd'hui, par manque d'électricité, nos jeunes sont tous à Abidjan ou à Grand Bassam. Parce que quand ils appellent leur appareil électroménager, sans courant, ils ne peuvent pas. Où nous sommes là, j'utilise le groupe électrogène. Donc, si l'électricité vient, le développement va suivre. Et les jeunes, au lieu d'aller rester à Abidjan, ils vont rester sur place. Ils vont trouver quelque chose à faire et ils vont contribuer à construire et le développement est là déjà. Donc, si le village de Modeste a l'électricité, beaucoup de choses vont changer. Quitter le village de Modeste n'a pas été facile pour l'équipe de reportage. Ce village est promis à un bel avenir, pourvu seulement que les autorités lui accordent l'attention qu'il mérite. À bientôt donc à Modeste. C'est évident, hein, difficile de repartir.
partir de Modeste avec tout ce qu'il y a à voir dans ce village. C'était au cœur de notre patrimoine, un élément qu'on vous a diffusé, qu'on vous diffuse sur les chaînes du groupe RTI, précisément RTI1. Et ce village, on l'a dit, c'était la partie 4 qui nous parlait essentiellement d'écotourisme, donc communautaire, que l'on associe au tourisme vert. C'est l'une des formes de tourisme durable, voilà, quand on s'inscrit dans le cadre du développement durable, plus centré sur la découverte de la nature. La Côte d'Ivoire est belle, on vous invite donc à Modeste pour aller découvrir l'écosystème et puis la nature, la belle nature. Et nous passons donc à un autre moment fort du talk du matin. Nous allons recevoir notre invité. Nous allons parler aujourd'hui de peinture dans le bien-être de l'esprit. Bonjour à vous, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de la matinale. Merci. Alors ce matin, nous recevons Monsieur Jacob Bleu. Il est artiste pluridisciplinaire, peintre, photographe et écrivain, diplômé de l'École nationale supérieure des beaux-arts d'Abidjan. C'est un plaisir de vous retrouver ce matin. Le plaisir est partagé. D'accord, on va essayer de faire connaissance avec lui. Son univers, un artiste, on l'a dit, pluridisciplinaire, plusieurs aussi dimensions. Alors, parlez-nous de votre art avant de commencer et des techniques que vous utilisez. Mon art, c'est d'abord la peinture, donc la peinture contemporaine, donc la peinture qui se fait aujourd'hui avec l'apport de plusieurs matériaux. Voilà, donc peinture à huile, acrylique, les collages, en fait, tout ce qu'on peut trouver dans son environnement immédiat pour faire des créations qui soient porteuses d'espérance, d'espoir, parce que mes travaux en général portent sur la paix, sur la cohésion, sur l'unité, ainsi de suite. Et puis au-delà de ça, j'essaie aussi de faire de la photographie d'art. Voilà, je me suis intéressé à la problématique des bidonvilles, par exemple au niveau d'Abidjan. On va y revenir. Et voilà, et aussi je me suis intéressé également aux personnes qui ont des caractères assez solides que j'ai appelés les hommes sculptés. Voilà, donc des mannequins, des modèles et tout ça. C'est bien intéressant. Aujourd'hui, il y a une particularité, on parle du nom, on disait avant artiste peintre, aujourd'hui, une petite nuance, il nous a dit artiste visuel. Pourquoi est-ce qu'on dit artiste visuel? Artiste visuel parce que le travail que nous faisons se rapporte à tout ce qui est observable, donc à la vue, donc la peinture, la photographie, voilà. Et comme on ne peut pas, surtout dans mon cas, comme je pratique ces deux disciplines principalement la peinture et la photographie, même si au-delà de ça, je suis aussi un peu dans l'écriture. Voilà, donc la bonne expression et la mieux indiquée, c'est artiste visuel. Artiste visuel. Pour vos multiples actions en faveur de la promotion des arts, vous, Jacob Bleu, vous avez été fait chevalier dans l'ordre du mérite culturel ivoirien, prix d'excellence cinéma et art visuel de Côte d'Ivoire et fierté d'an de la région du Tampi dont vous êtes originaire. Exactement. Alors, juste après, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a changé en vous? Ce qui est important, c'est qu'on se retrouve quand même satisfait de savoir qu'il y a une reconnaissance, une relative reconnaissance de nos contemporains, de nos institutions, de notre État, de notre pays et de tous ceux-là qui nous suivent. Donc, il y a une satisfaction personnelle et cela nous pousse à travailler davantage. Parce que lorsque vous avez des prix, lorsque vous êtes récompensé, vous dites « Ah, bon, il faut aller, voilà, il faut continuer de travailler, il ne faut pas dormir sur ses lauriers, il faut continuer de travailler et c'est important. » Et on va expliquer pourquoi est-ce qu'il a été primé. Eh bien, vous avez toujours été un artiste militant pour les valeurs nobles, notamment la paix, la liberté, l'amour et la cohésion sociale. Votre récente exposition, Les couleurs de la paix, a été un véritable support de sensibilisation à la paix. Pourquoi avoir choisi ce thème pour cette exposition? Vous savez que nous sommes dans un pays qui a quand même souffert de plusieurs crises politiques, plusieurs crises militaro-sociales et tout ça. Donc, il est important pour nous, en tant qu'artistes, en tant que créateurs, qui souvent sommes considérés comme des porte-voix du peuple, de pouvoir sensibiliser les uns et les autres sur la nécessité d'aller à la paix, la nécessité de consolider la cohésion sociale, la fraternité entre nous.
Et c'est pour ça que depuis un certain moment, j'ai décidé de travailler sur des œuvres qui sensibilisent à la paix, qui communiquent sur la paix. Bon, après, c'est à chacun de recevoir le message, mais nous faisons notre part pour que notre pays soit davantage fortifié, que notre pays puisse aller dans son élan de développement. Et pour faire passer ce message, quelle est la technique que vous avez utilisée pour ces différentes toiles? Bon, en général, dans les tableaux que nous faisons, il y a un certain nombre de motifs, de symboles, de couleurs qui représentent ce que nous voulons transmettre comme message. Donc vous verrez des toiles, par exemple, où il y a des gens qui se retrouvent, qui dansent ensemble, qui chantent ensemble. Vous verrez des toiles où on a des colombes les colombes, on sait, ça symbolise la paix. Vous verrez des toiles également où il y a des couleurs assez paisibles, hein, par exemple le bleu, même si, bon, non c'est le bleu, mais bon, voilà, le bleu, voilà. Donc ça fait quand même partie de la symbolique des couleurs apaisantes, donc des couleurs froides, avec l'usage aussi du blanc, du drapeau et tout ça. Donc c'est très important pour nous de pouvoir sensibiliser à la paix, et cela à travers ce que nous faisons, donc des éléments qu'on retrouve en termes de motifs, en termes de couleurs, en termes de symboles caractéristiques de la paix. Bah oui, et surtout vous avez fait une exposition d'art visuel et sonore intitulée Migration 2018 à l'Institut français d'Abidjan afin d'interpeller sur la situation difficile des migrants en quête de mieux-être. Quel a été l'impact de cette exposition que j'ai même suivie? Oui, cette exposition, je pense que ça a touché plus d'un, parce que nous étions arrivés à une période où c'était tout à fait compliqué pour la Côte d'Ivoire parce que tout le monde parlait des migrants qui mouraient. Et même dans les statistiques, les gens se sont rendus compte qu'il y avait beaucoup d'Ivoiriens parmi les migrants qui mouraient au désert, qui mouraient à la traversée de la mer et tout ça. Et donc je me suis dit, bon, mais en tant qu'artiste, il faut quand même interpeller notre jeunesse parce que nous qui avions l'habitude d'aller en Europe, d'avoir vécu quand même là-bas, nous savons que tout n'est pas rose. Oui. Hein, donc, il faut interpeller notre jeunesse, interpeller les uns et les autres et surtout sensibiliser cette jeunesse-là et nos populations à cet état des faits et leur dire que l'Eldorado n'est pas forcément là-bas. Parce que souvent, les gens, ils économisent pendant des années, ils mettent des millions et après, ils prennent pour traverser le désert. Donc, cette exposition avait pour but véritable d'interpeller les uns et les autres et surtout sensibiliser à la paix. Et ce qui a été intéressant au cours de cette expo, c'est que j'ai produit un disque, comme on le dit, une musique qui a été réalisée par un artiste belge, voilà, du nom de Philippe Franck, qui a fait une musique qui retrace par exemple le parcours des migrants. Dans le désert, jusqu'à la traversée, jusqu'à l'arrivée dans la ville de destination ou le pays de destination. Mais ça donne des frissons lorsqu'on écoute ça. Et ce ne sont que des sons. Donc, avec ces sons-là, comme on l'a appelé, un disque sonore purement. Donc, c'est les sons, des bruits d'oiseaux, la situation des mouvements de vagues, ainsi de suite, la tempête, tout ce que ces gens-là traversent pour arriver. Et l'environnement et tout. Donc, avec cela, j'ai accompagné... j'ai ajouté mes œuvres d'art, donc des peintures avec des personnages qui traversent le désert, des personnages qui sont sur l'eau avec des bateaux qui tanguent, ainsi de suite, pour interpeller les uns et les autres sur cette nécessité de rester chez soi et de surtout faire en sorte que ce que nous cherchons ailleurs, nous puissions développer ça chez nous. Voilà. C'est vrai que c'était une exposition. Est-ce qu'elle est sortie? Est-ce que vous avez fait de la médiation envers le public cible? Oui, bien sûr. Nous avons interpellé l'OIM, l'Organisation internationale des migrations, voilà, avec qui nous avons parlé de cette exposition. Nous avons aussi interpellé un certain nombre d'organisations non gouvernementales qui travaillent sur cette thématique de la migration. Nous avons invité le public, comme on le fait à toute grande exposition. Donc le public est venu, les gens ont découvert. Il y a des gens même qui ont pleuré parce qu'il y avait une installation que j'ai réalisée au cours de cette expo-là où j'ai fait une sorte de mer, mais artificielle, avec un plastique bleu. Et sur ce plastique bleu en face, il y avait un film sur les différentes tempêtes et différents mouvements de chute et de mort dans la mer. Et sur ce grand,
je dirais, ce grand plastique bleu, j'ai mis des gerbes de fleurs en mémoire de tous ceux qui sont tombés et qui sont morts dans la mer. Donc, ça a vraiment touché, il y a eu un impact très important sur le public et tous ceux qui ont vu cette expo, surtout que ça a été largement diffusé à travers les canaux habituels, la télévision, les réseaux sociaux et tout. Et c'est le rôle des médias et de notre média. Exactement. Eh bien, parlons toujours en 2018. Vous avez présenté au Musée d'art contemporain, donc à Rome, en Italie, une série de photographies sur les bidonvilles, conséquences des migrations intérieures. Parlez-nous-en de ces migrations, ce phénomène de migration intérieure. Vous parlez d'exode rural, n'est-ce pas? Oui, exode rural, ça fait partie également des migrations, parce que le souci de ceux qui sont dans les migrations, c'est quoi? C'est d'avoir un mieux-être. Voilà, donc ceux qui vont à l'étranger, ils vont parce qu'ils espèrent mieux. Ils veulent avoir mieux ailleurs, ils pensent que la situation dans laquelle ils sont n'est pas suffisamment convenable, il faut trouver mieux ailleurs. Et c'est la même chose qui se passe également dans nos villes. À l'intérieur, il y a des migrations intérieures, souvent que nous ne voyons pas. Les gens quittent le village, il faut venir à Abidjan parce qu'il y a l'argent à Abidjan, parce qu'il y a du travail à Abidjan. Oh, Abidjan est difficile. Voilà, à Abidjan, on ne vient pas comme ça et puis on a de l'argent ou bien on gagne rapidement sa vie. Donc, les gens se retrouvent aussi souvent piégés par ce rêve-là des grandes villes et après, on se retrouve entassés dans des bidonvilles, dans des situations précaires. Là, on parle de plus en plus de déguerpis les gens parce qu'il y a la pluie, la petite saison pluvieuse qui risque de faire des dégâts. Mais tous ceux qui sont dans ces endroits, c'est les gens qui certainement cherchent à avoir un mieux-être. Voilà, qui travaillent peut-être à côté, qui ont un petit boulot, qui essaient de tenir. Mais tout ça fait partie des migrations intérieures et pour lesquelles il faut pouvoir sensibiliser et attirer le regard des gens dessus. Parce que ce sont des vies qui sont là-bas, ce sont des mères de famille, des pères de famille, des enfants. Il y a beaucoup qui réussissent à partir de là. Donc, c'était une façon pour moi d'attirer le regard des gens sur cet environnement-là, souvent qu'on essaie d'oublier. Pourtant, ces gens qui sont là-bas nous aident, nous accompagnent. La plupart de ceux qui ont de grandes maisons, des villas cossues à Cocody de Plateau, mais le personnel de maison, il vient d'où? Il vient de ces bidonvilles. Effectivement. Voilà, donc il faut quand même attirer l'attention des uns des autres sur cela. Et donc, l'exposition que j'ai faite à Rome, au musée d'art contemporain Matateo, avait pour objectif aussi de dire « Ah, il faut aider, il faut soutenir ». Donc, c'était des photographies, mais bon, à ma façon, des photographies retravaillées et qui touchent et qui montrent le caractère, je dirais, un peu esthétique aussi de l'environnement dans lequel ils sont. Ils sont là, c'est vrai, ça paraît désordonné, désarticulé, mais il y a une certaine beauté, il y a une certaine vie, il y a une certaine animation qu'il faut voir dans ces endroits. Et oui, vous êtes un ambassadeur de la Côte d'Ivoire à travers le monde. Votre expérience le montre bien et votre amour pour l'innovation et les nouveaux médias vous ont conduit à organiser pour la première fois en Afrique subsaharienne les rencontres internationales des arts numériques d'Abidjan, appelées RIANA, en partenariat avec le Centre des Arts d'Angers-les-Bains de la France et des Transcultures de Wallonie-Bruxelles. Quelles ont été les retombées de ces rencontres? Ce sont les rencontres que j'initie depuis pratiquement 4 ans. Voilà, parce qu'à l'époque, j'avais la responsabilité de la culture au niveau des Jeux de la francophonie, quand on devait organiser en Côte d'Ivoire. Donc, j'étais le président de la commission culturelle et je me suis rendu compte que parmi les disciplines, les 12 disciplines au programme des Jeux, il y avait les arts numériques. Pourtant, ce n'était pas une discipline suffisamment développée chez nous. Donc, je suis parti en France, à Enghien-les-Bains, une très belle petite ville au nord de Paris, qui avait déjà depuis longtemps adopté les arts numériques comme discipline phare de la ville. Et ils étaient à leur 10e édition pratiquement d'une biennale qu'ils organisent depuis pratiquement 20 ans. Et donc, j'ai pris attache avec cette ville-là, j'ai vu un peu comment les choses se passent, qu'est-ce que ça signifie exactement les arts numériques, à qui est-ce que ça s'adresse, ainsi de suite, et quels sont les éléments qu'on utilise pour pouvoir nous exprimer, surtout en tant qu'artiste. Je me suis rendu compte que c'est un domaine très vaste, parce que les arts numériques interviennent dans la musique, dans la danse, dans les arts visuels, ainsi de suite, parce que c'est l'usage de tout ce qui est support numérique et digitaux pour pouvoir créer. Donc, il y a les performances musicales, les performances artistiques à travers cela.
Et donc, à mon retour, j'ai dit, bon, il faut que je mette en place une activité qui rassemble les jeunes, parce qu'ici, nous avons beaucoup de jeunes qui sont très forts dans les montages 3D, qui sont très forts dans tout ce qui est musique électro, qui sont très forts dans tout ce qui est création digitale et tout ça. Donc, les jeux électroniques et tout. Donc, il fallait quand même les stimuler et faire en sorte qu'il y ait une tribune. Donc, cela m'a poussé à créer les rencontres internationales des arts numériques. Aujourd'hui, j'associe cela aux arts visuels, donc pour qu'il y ait peinture pour élargir le champ et la photographie. Donc, nous étions à la 4e édition, donc avec le soutien toujours de Transculture de Belgique, qui est le plus grand centre également des arts numériques et sonores d'Europe, donc qui nous accompagne. Cette année, nous avons eu le soutien de la fondation BJKD, donc de Bénédicte Janine Kakou-Diagou, qui nous a accompagnés aussi sur ce projet important, pour permettre aux artistes de pouvoir avoir de la visibilité et surtout à ceux qui sont dans ce genre de domaine-là de pouvoir s'exprimer. Eh bien, on va accueillir ici Fatima Sibé, qui fait son entrée, qui va nous parler de bons plans des jeux. Bonjour Fatima. Quel plaisir de te retrouver. Je suis ravie de vous retrouver. C'est vrai que je suis allée chercher pas mal de choses pour vous et je vous écoutais depuis d'ailleurs. Et déjà une question, comment vous nous aidez, nous qui n'y connaissons rien du tout à l'art, à pouvoir nous intéresser un tout petit peu et puis à comprendre finalement, parce que c'est vrai qu'on achète des toiles, de belles choses pour accrocher sur nos murs, mais honnêtement, souvent, on n'y comprend rien du tout. Est-ce qu'il y a une petite technique? Bon, il ne s'agit pas forcément de comprendre. Ce qui est important déjà, c'est que le fait même d'avoir des goûts au niveau des couleurs, au niveau d'un certain nombre de formes et de symboles, c'est déjà important. Parce qu'il y a des gens, par exemple, qui aiment les couleurs assez douces, qui aiment les couleurs chaudes. Donc, c'est déjà une très belle approche. Voilà, en fonction de cela, vous pouvez acquérir des œuvres, même si au-delà de la question de goût et d'esthétique, il y a ce volet un peu marchand et business derrière les arts, parce que les gens achètent souvent aussi des œuvres parce que ça peut servir d'investissement après, si l'artiste a une certaine cote, un certain niveau très important. Il y a des banques qui prennent des œuvres d'art comme garantie, donc la plupart des grandes entreprises, des maisons d'assurance et même des gens qui sont suffisamment fortunés font des acquisitions d'œuvres d'art. Voilà. Sinon, c'est toujours important d'avoir une œuvre parce qu'on aime les couleurs, parce qu'on aime les formes qui sont dedans et surtout parce qu'on aime aussi la tête de l'artiste. Ah oui, la tête de l'artiste. Alors rassurez-vous, on n'est pas dans le faux. Donc voilà, on se fait plaisir, on achète et voilà. Puis on se rapproche aussi de vous pour en savoir un peu plus évidemment sur les toiles. Alors messieurs, je vais on va faire un point sur les jeux. Exactement, votre entretien là pour permettre aux téléspectateurs de remporter 2 enveloppes cette semaine à la fin de... Ah là là, vendredi, on va vous donner ça gracieusement. Désormais, nous vous proposons une image, mais vraiment très floue. Et au fur et à mesure, on essaie de vous donner des indices qui vous permettent de détecter un peu le visage ou le nom de la personne qui s'y cache. Cette semaine, nous avons donné un indice qui est encore très flou, parce qu'on était en 2 semaines. On vous a dit de deviner une personne qui avait contribué à l'épanouissement et au développement d'une certaine culture ivoirienne. Voilà. Là, on commence à voir. À l'écran, c'est plus visible. Et pour Jacob Bleu, qui est artiste visuel, je pense qu'il peut comprendre, bien connaître qui se cache en dessous de cette image. Exactement. Et d'ailleurs, est-ce que vous êtes capable de nous dire, de nous donner un petit indice à travers ce que vous voyez là à l'écran? Franchement, c'est assez compliqué. On est fort. Allez, on a calé Jacob Bleu quand même. Ouais. On va voir s'il a l'œil, juste après on donnera les indices. Exactement. Et puis n'hésitez vraiment pas à nous envoyer donc des messages, écrivez juste JLM suivi du nom de la personne que vous estimez être derrière cette image et en fin de semaine vous repartirez simplement avec une enveloppe. Oui, une petite indiscrétion, cette image a déjà été diffusée dans l'une des émissions. Ouais, voilà. Donc il faut suivre en fait. Ok, c'est vrai. Et vous avez l'opportunité d'aller revoir donc nos émissions
informations sur YouTube ou sur les pages officielles donc, de la RTI, sur les réseaux sociaux. Oui, et bien sûr, on va parler à présent des tableaux avant de revenir sur la thérapie par la peinture. Vos œuvres sont donc ce matin donc projetées. Expliquez-nous qu'est-ce que vous avez voulu passer comme message et tout ce qui entoure vos œuvres d'art. On va commencer. Je pense que si on est prêt, donc voilà cette œuvre. Cette œuvre est intitulée Les Colombes. Donc ça fait partie de la série des œuvres sur la paix. Oui. Voilà, donc les couleurs de la paix. Et là, comme vous voyez, tout le monde est en attente de la paix, de la sérénité. Donc il y a plein de colombes. Donc c'est une interpellation à aller à la paix, à promouvoir la paix et la cohésion sociale. C'est très important. C'est bien dit, hein, avec ces couleurs choisies. Avec les moins couleurs, de rouge, hein. voilà, pas de rouge. Enfin, même s'il y a quelques touches de rouge pour animer la toile, mais lorsque vous regardez, c'est beaucoup plus paisible, avec beaucoup de bleu, donc qui est une couleur d'espérance, de spiritualité et d'apaisement, avec du blanc et tout ça qu'on voit dans la toile. D'accord, on va passer à une autre œuvre hein, qui va pouvoir nous expliquer ça. Est-ce que ça fait pas peur? Qu'est-ce que c'est? Ah là, ok, ben ça fait partie de la série Les réalités masquées. Voilà, parce que j'avais à un moment donné décidé de travailler sur nos masques et faire en sorte qu'il y ait une certaine humanisation de nos masques, donc une approche de nos masques, parce que les gens souvent ont peur, on dit « Ah, le masque », pourtant ça fait partie de notre culture. Et donc j'ai essayé de combiner des personnages réels avec des masques de chez nous, donc des masques dents, et là ce sont des masques par exemple de réjouissance, mais avec des individus réels. Et ce sont des œuvres qui sont intervenues, par exemple, dans le festival des rencontres internationales des arts visuels et numériques, parce qu'il y a une combinaison de quelques images photographiques avec un environnement peint entièrement autour. Donc, ce sont les réalités masquées. Oui, et puis, malheureusement, pour nous, nous sommes tous masqués aujourd'hui avec la situation de Covid. Donc, bon, c'est un peu à point nommé. Voilà. Les artistes sont avant-gardistes. Justement, de cette période, vous, artistes? Ben, bon, il faudrait dire que c'est le domaine le plus sinistré, hein, pratiquement, parce que lorsque les espaces d'exposition sont fermés, les voyages sont pratiquement interdits. Nous avons l'habitude de faire la plupart de nos événements à l'étranger. Moi, je participe régulièrement à des salons, à des foires, à de grandes expositions et à des grandes rencontres internationales à travers le monde. Mais depuis la situation de Covid, on ne peut pas voyager. Toutes les grandes activités ont été pratiquement annulées ou reportées à une date ultérieure. Donc, c'est un gros manque à gagner. Et malheureusement, nous n'avons pas le soutien aussi ici pour nous aider, pour nous accompagner et pour nous aider à pouvoir quand même tenir. Et ça, c'est vraiment difficile. Bon, moi, je parle des peintres, mais imaginez par exemple les musiciens et autres, ceux qui sont dans les arts du spectacle et de la scène, où c'est encore plus compliqué parce que ça demande une mobilisation certaine de beaucoup de personnes autour de leurs activités. Bon, donc c'est un peu compliqué. Pourtant, lorsque les gens se sont retrouvés dans des situations de confinement, une des choses qui les a aidés à tenir, ce sont les œuvres d'art. Parce que il faut regarder les films, mais les acteurs là, ce sont les artistes. Oui. Hein, il faut écouter de la musique. Parce que les gens sont confinés. Ils sont dans une prison. Une prison qui ne dit pas son nom. Mais la seule façon pour les gens de pouvoir exister, de pouvoir souffler, c'est de pouvoir regarder, voir, écouter tout ce que les artistes ont fait, tout ce que les artistes ont créé. Sinon, les gens se seraient suicidés partout chez eux à la maison. Et ça a donné des idées aussi de pouvoir rentabiliser par le digital. Oui, par le digital, on essaie de rentabiliser, mais il faut dire que ce n'est pas toujours évident. Surtout pour nous, au niveau des œuvres visuelles, les peintures et tout ça. Parce qu'il faudrait que les gens voient. C'est vrai qu'il y a eu des expositions digitalisées. Aujourd'hui, la plupart des foires et des rencontres internationales se font à travers le digital, à travers le numérique. Mais les gens ont besoin de sentir les œuvres, de voir les œuvres de plus près, et de pouvoir aussi contempler de plus près. Parce que l'art est très important. Et ça aussi, c'est un masque qu'on peut voir. Oui, c'est un masque voilà, qui part d'un masque de réjouissance dents, mais en même temps combiné avec une main qui boit. Donc, j'ai intitulé ça le rafraîchissement.
donc une certaine approche du masque, d'humanisation du masque, et cela est important pour nous. Vous nous rapprochez de notre culture. Hein, Exactement, il le faut pour promouvoir notre culture. C'est important, d'ailleurs, parlons de culture, vous vous exportez très bien. Comment on reconnaît la touche ivoirienne quand vous allez à l'étranger? Bon, ça dépend de chaque artiste. Ça dépend de chaque artiste parce que chacun a sa façon de travailler. Mais moi, en général, lorsqu'on regarde mes œuvres, vous verrez certainement des motifs de paille. Donc, chez nous, comme les pailles traditionnelles, ce sont des bandes, donc les bandes parallèles. Vous verrez en général qu'il y a des bandes, des motifs ou des voilà, en fond avec des bandes parallèles qu'on voit dans les œuvres. Et puis, au-delà de ça, il y a quelquefois aussi l'intervention des masques et tout ça, parce que je suis très attaché à cette culture-là. Mais après, l'art est universel. Voilà, celui qui vient voir un tableau, il ne vient pas forcément chercher un paille. Il vient voir si ça lui plaît, s'il aime, si les couleurs qu'il observe là sont très belles et que ça peut entrer dans son intérieur, ça peut servir à la décoration de sa maison. Voilà, donc, et parlons justement du prix des œuvres, hein, parce qu'en général, oui, il y a un certain mythe autour des prix des œuvres, et c'est pour ça que certaines personnes n'osent même pas s'y aventurer, parce qu'ils se disent, oui, on va aimer, ce sera très beau, et puis ensuite, on ne pourra pas s'en procurer. Est-ce que vous pouvez rassurer un peu les téléspectateurs en leur disant qu'il y a quand même des œuvres pour toutes les bourses? Bien sûr, il y a des œuvres pour toutes les bourses. Ah, en fait, oui, en fait, c'est un débat souvent sur lequel les gens reviennent, mais en réalité, l'art fait partie quand même des choses de valeur. Hein? Les objets d'art font partie des objets de valeur. C'est comme acheter de l'or, c'est comme acheter du diamant. Aujourd'hui, il y a des gens qui peuvent mettre 100 millions dans une voiture qui va faire un accident demain et puis c'est parti. Pourtant, une œuvre d'art, non seulement ça décore chez vous, donc ça embellit votre intérieur, mais au-delà de ça, il y a une communication intérieure avec l'œuvre qui vous apaise parce que vous prenez quelque chose que vous aimez, que vous mettez chez vous. Donc à chaque fois que vous voyez, il y a une sorte de consolation, une sorte d'espérance qui se crée en vous. Et c'est très important parce qu'on a besoin de guérir nos âmes dans toute cette situation de difficulté. D'où le bien-être de l'esprit aujourd'hui, ce matin, avec Jacob Bleu qui nous parle de peinture. Voilà, et c'est important. Voilà. Comment est-ce que la peinture peut contribuer au bien-être de l'esprit et de l'épanouissement? Comment la peinture peut contribuer à cela? Comme je l'indiquais là, lorsque nous étions confinés, ou pour ceux qui sont encore confinés, une des choses vers lesquelles les gens vont, c'est de regarder de belles images. Ça les rassure, ça les console. Même lorsque nous nous retrouvons dans des hôpitaux psychiatriques et tout ça, mais comment est-ce qu'on fait pour détecter la situation intérieure des gens qui sont là? Comment les amener à s'exprimer, à dire ce qu'ils ressentent? Mais c'est à travers les peintures. Les gens y peignent, ça leur permet de se libérer, de s'exprimer. Et j'ai fait même une expérience très intéressante après la crise post-électorale de 2011. Nous sommes partis avec le soutien d'une ONG, comment on appelle ça, voilà, qui nous a accompagnés. Nous sommes allés travailler avec des enfants des écoles primaires de Cocody municipalité, des écoles primaires d'Abobo Anokwakouté, des écoles primaires de Yopougon Sikoji, qui étaient des enfants au cœur de la crise. Parce que municipalité, c'est juste à côté, là, à côté du quartier des ambassades, qui a été un environnement très chaud. Municipalité, comment on appelle, Sikoji 1, 2, 3, 4, à Yopougon, c'est dans une zone également qui a été une zone de turbulence. À Bobo, ça a été une zone de turbulence. Mais les enfants, nous leur avons demandé d'exprimer la paix. Mais ils ont fait des choses extraordinaires. Chacun a montré des militaires qui embrassent des hommes, a montré des gens qui se retrouvent, qui chantent et qui dansent ensemble, a montré des colombes, a montré par exemple les chars qu'on fracasse, des armes qu'on détruit, ainsi de suite. Donc ça a été pour eux une sorte d'exutoire. Donc ils se sont libérés, se sont exprimés et l'art guérit. Vraiment, l'art guérit. Il y a même un certain nombre d'analyses qui ont été faites pour comprendre pourquoi est-ce que les gens vont aux expositions. Les gens se sont rendus compte que ceux qui vont aux expos, qui regardent de belles choses, qui ont l'habitude de regarder de belles œuvres, de belles couleurs, de les avoir autour d'eux, sont plus épanouis, sont plus apaisés, sont plus tranquilles, sont plus équilibrés.
dans leur vie. Et puis on arrive facilement à transcrire certaines choses sur donc une œuvre d'art, sur un papier blanc, plutôt que le dire oralement. Donc Exactement. voilà, pourquoi pas, on peut s'y intéresser de cette manière-là. Alors, on va parler d'une autre chose qui nous permet de nous épanouir également, c'est le sport. Est-ce que vous en faites Oui, je fais le sport. Oui, bien sûr, je fais le Merci. sport. J'ai une machine Ah bah. à la maison où, voilà, où je cours voilà, de façon régulière pour pouvoir quand même maintenir la forme. Ah, mais c'est important. Hein. On prend de l'âge. Ah, vous l'avez dit. Faut maintenir. Et sans prendre l'âge, plus ça devient compliqué. Voilà. Et justement, on a Coach Angelo tous les matins qui nous permet de faire quelques petits mouvements chez nous, même si on n'est pas très sportif. Bonjour, coach. Bonjour Franck-Olivier, bonjour Fatima, bonjour ma famille fitness. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. On va bouger ce matin. Mets ta tenue, mets tes baskets. Là, c'est fini les vacances, c'est la reprise. C'est un peu difficile, mais ça va aller. On va y arriver. On me suit, je vous donnerai 3 exercices comme ça, éliminer tout le gras du corps. On y va. Là, je vais essayer de faire le squat, cette position-là, ici le plus rapidement possible. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Avec le souris, 7, 8, 9 et 10. OK, là, je vais ici. Ensuite, je reviens là, ma jambe. Là, en forme de sauter ici. 1, 2, très bien. 3, 4, on continue. 5. Super. Pour ceux qui n'arrivent pas à faire la fente, pour juste ramener la jambe en arrière. Juste ça, comme ça. On revient là, alterner. Très bien. Jusqu'à 10 aussi. Ensuite, je reviens là, tout doucement. Ici, il fait la flexion, comme ça. Je monte la jambe en flexion. OK, on me continue encore, on y va. Super. Squat encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. OK, on y va encore. Super, là, les fentes. Pour ceux qui n'arrivent pas à faire les fentes sauter, là, une jambe en arrière, comme ça. Ensuite, je reviens ici, la flexion. Jusqu'à 10 aussi. OK. J'espère que vous avez aimé. Enlevez les souris, c'est le plus important. Merci beaucoup. Merci Coach Angelo, et on rappelle qu'il y a des personnes qui nous ont envoyé des vidéos sur notre, on va dire à travers notre numéro WhatsApp 54 51 19 42. Parlons du challenge Jumping Jack. Le Jumping Jack qui est un mouvement de fitness qui permet de muscler l'ensemble de son corps en brûlant des graisses. Vous allez découvrir en détail demain ces vidéos de téléspectateurs qui ont bien voulu se prêter au jeu. Si vous aussi vous avez envie de le faire, faites-le et envoyez-nous les vidéos. Et oui, vous avez vraiment été impressionnant. Franchement, quand on a vu ça, on s'est dit oulala. Comment est-ce qu'on fait Oh là là. Comme une grenouille, ça fait avec les pieds là, et les mains. Ouais. Ah, et même des femmes, des hommes. Demain, on va se régaler avec justement ces images. Et d'ailleurs, est-ce que vous avez, Jumping Jack, ça vous dit de faire une vidéo pour nous? Oui. D'accord, si on me dit comment ça se passe. Ouais, on vous expliquera. On lui dira. On sera ravis d'avoir cette vidéo. Eh bien Fatima, c'est la fin de cette émission. On se retrouve demain. Au revoir. Au revoir. Bye.